Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de cet épisode de Questions d'actu, l'investissement dans les provinces du Sud sur fond de la consolidation du partenariat du Royaume du Maroc avec le Royaume-Uni. L'actu, c'est cette conférence organisée cette semaine à Londres en marge du Forum des énergies propres, où les investisseurs et entrepreneurs britanniques présents ont pu examiner les opportunités à saisir dans cette région, en particulier de Dakhla Oued Dahab. D'ailleurs, le président de ce forum, Liam Fox, en décrivant sa visite à Dakhla, c'était en 2023, a dit avoir été, je cite, impressionné par les qualités de la région qui dispose, selon lui, d'un potentiel époustouflant en matière d'énergie renouvelable. Le Royaume-Uni, par la voix de sa secrétaire d'État chargée de la sécurité énergétique, avait par ailleurs confirmé il y a quelques semaines qu'un projet électrique maroco-britannique comme celui d'Xlinks est un projet d'infrastructure, je cite, d'importance nationale. Outre l'énergie, le développement exponentiel que connaît cette région de Dakhla Oued Dahab ces dernières années la positionne de facto comme une destination de choix, et ce, dans plusieurs secteurs. Nous allons en discuter dans cette émission. Dans un avenir proche, en 2029, dès 2029, et grâce au nouveau port Dakhla Atlantique, la région sera un game changer pour le commerce et la logistique africains, et particulièrement le Sahel, grâce à l'initiative royale pour le désenclavement de ces pays. Dernier rappel, en 2019, un accord d'association a été acté entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. Et nous avons avec nous ce soir, justement, en plateau, c'est un plaisir de l'accueillir, le président du Conseil de la région Dakhla Oued Dahab, monsieur Yanjal Khattat. Bonsoir et bienvenue à vous sur le plateau de Médien TV. Bonsoir, merci. Marhaba. Et vous avez participé donc à ce forum en véritable VRP de votre région. Et on reviendra avec vous ce soir sur les potentialités, mais aussi ce qu'il en sort de ce forum en termes d'échanges avec les investisseurs et entrepreneurs britanniques. Et encore une fois, c'est un plaisir d'échanger avec vous. Merci. Bien sûr, avec plaisir. Également en plateau, l'expert en relations internationales et professeur de cette discipline à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Zakaria Boudahab. Bonsoir, professeur Boudahab. Bonsoir, Madame Khadija. Bienvenue. Merci, Barakallah. C'est un plaisir. Et bienvenue également au politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mustafa Sahimi. Bonsoir, Mustafa Sahimi. Bonsoir. Donc, Yanjal Khattat, un retour sur expérience de ce forum à Londres, dont vous revenez il y a quelques heures. Fraîchement, oui. Fraîchement, oui. Oui, exactement. La participation de la région de Dakhla Oued Dahab à cet événement de dimension mondiale a plus de signification. D'abord, nous étions l'unique représentant du Royaume du Maroc dans ce forum, dont nous nous sentons très honorés. La région de Dakhla aujourd'hui, elle présente beaucoup d'opportunités d'investissement. C'était l'occasion de présenter exactement ces opportunités dans les différents secteurs. Mais il faudrait quand même souligner qu'il y a eu un intérêt particulier de la part des investisseurs britanniques et des politiciens aussi, des parlementaires qui sont venus participer et voir quelles sont les opportunités à Dakhla. Nous avons plusieurs secteurs qui représentent les leviers, les secteurs leviers de l'économie régionale, notamment le secteur énergétique qui était le thème à l'heure, qui était donc Dakhla, elle se présente comme une destination importante. Vous avez vu, c'est une zone très vantée avec le soleil et ces investisseurs attendent juste l'offre du Maroc, qu'elle soit présente pour venir investir. Mais d'autres secteurs encore très importants, le secteur agricole aussi a attiré pas mal d'attention, les secteurs touristiques et autres. Donc c'était l'occasion de brosser la situation, le développement de la région en général et de leur faire part de notre intérêt exactement à ce qu'ils viennent investir dans la région de Dakhla. C'est une expérience positive, selon vous, Yanjal Khattat? Bien sûr, bien sûr. Bon, il y a eu deux volets. D'abord, on a organisé aussi une conférence au sein même de cette rencontre qui est de l'innovation zéro. Donc, on a organisé une conférence en présence de monsieur l'ambassadeur du Royaume à Londres, et dont a participé plusieurs investisseurs britanniques.
Et des exposés ont été faits sur tous les secteurs logistiques, l'avenir de Dakhla, le positionnement géostratégique très très important, le rôle que joue le Maroc en général en Afrique et que pourra jouer à travers la région de Dakhla dans l'avenir pour renforcer les relations économiques et désenclaver, comme vous l'avez bien dit, la région du Sahel. Tout ceci, ce sont des thèmes qui ont été développés avec beaucoup de détails et qui ont eu beaucoup d'intérêt de la part du partenaire qui a participé avec nous. Et nous allons certainement revenir avec vous sur les opportunités qu'offre cette région de Dakhla Ouad Dahab. Et bien sûr, il ne s'agit pas que de faire du business, mais aussi qui profite aux populations. Et rappelons que le PIB par habitant de cette région de Dakhla Ouad Dahab est le plus élevé du royaume. Nous allons revenir bien évidemment à tout cela. Vous avez parlé d'opportunités, donc c'est votre perspective. Regardons à présent du côté de la perspective du président de ce forum qui parle justement des opportunités à saisir dans la région de Dakhla Ouad Dahab. On reviendra au débat juste après. Le Maroc saisit réellement les opportunités offertes par la nature et ses ressources. La présence du président de la région de Dakhla témoigne de l'intérêt porté par les deux pays pour le renforcement des liens économiques et des coopérations futures. Ma visite à Dakhla l'année dernière a été un moment fort. La ville de Dakhla m'a impressionné par ses opportunités économiques, notamment dans les énergies renouvelables. Avec ces conditions climatiques, la région offre un potentiel énorme pour l'énergie solaire et éolienne, ainsi que la production d'eau dessalée grâce à son emplacement sur le littoral atlantique. Cette combinaison incarne l'aspiration à l'innovation et l'exploitation des ressources naturelles pour créer de nouvelles opportunités économiques. Des nouvelles opportunités économiques, mais qui restent quand même ancrées dans des relations économiques qui ne datent pas de ce siècle et qui datent du XVIIIe siècle. Peut-être un retour sur l'histoire. On aime bien planter le décor dans cette émission avec vous, cher professeur Abou Dahab. On est dans une histoire qui est plurimillénaire entre les deux royaumes, le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc, avec un premier accord d'association qui date du XVIIIe siècle, début du XVIIIe. C'est très singulière comme relation entre le Maroc et le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni. Moi, je crois que ces relations doivent être les plus intenses, les plus denses, les plus développées au niveau mondial. Parce que c'est une toile qui a été tissée il y a plusieurs siècles. Vous l'avez si bien dit d'ailleurs, nous partageons avec le Royaume-Uni pratiquement l'une des plus vieilles monarchies au monde. Exact. En plus de la monarchie japonaise, bien entendu. Un, et de deux, déjà quand on lit aujourd'hui les documents sur l'histoire, 13e siècle déjà, il y avait eu des relations. Et ça me rappelle ce que disait le professeur Abdelhadi Tazi, qui a laissé derrière lui un monumental traité de relations diplomatiques. C'est que l'historien du royaume, là. Exactement. Était au XVIe siècle le deuxième ambassadeur du royaume au Royaume-Uni. Wow. Et vous avez si bien dit et rappelé, à juste titre, que nous avions deux accords commerciaux, je pense respectivement, c'était au XVIIe siècle, si ce n'est le XVIIIe siècle, sur le commerce et sur la paix, bon voisinage, coopération et j'en passe. Et que donc même le Maroc aidait les Britanniques comme les Américains à lutter contre les pirates. Donc la piraterie maritime, c'est extrêmement important. Il y a eu des moments de tension quelque part lorsque les Anglais tentaient d'occuper Tanger, je pense que c'était au XVIIIe siècle, mais au-delà de ça, il y a une trajectoire de l'histoire qui est extrêmement importante, un capital remarquable. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut le dire. Et ce cordon, je dirais, ombilical, historiquement parlant, parce que nous partageons aussi l'Atlantique, exact. En plus de ce parapluie, je dirais, monarchique qui protège contre les ultraviolets, du point de vue géopolitique, ça nous permet de projeter les stratégies au-delà d'une temporalité restreinte de 5 ans. Vous voyez, et ça c'est important. Donc il y a une dimension historique, une dimension de proximité. Je ne parlerai pas de Gibraltar et l'intérêt géostratégique majeur pour les Anglais, mais tout à fait cela est le résultat d'une tendance lourde
relation aux sous-œuvres solides qui dure encore. Elle est singulière, mais elle est appelée à se développer. J'ai juste tout à l'heure, en regardant un peu les statistiques, j'ai appris que le Royaume-Uni, c'est le second investisseur au Maroc. Qu'il y a une densité, second investisseur, je dis bien second investisseur, non pas partenaire commercial. Il y a une densité en termes d'investissement. Il y a des entreprises britanniques au Maroc et vice-versa, mais il y a un intérêt croissant par rapport aux questions de l'éducation, parce que le British Council, depuis 1960, existe. Et rappelons que The King, Rest in Peace, en 1980, avait visité le Maroc et que fait le roi aussi. Hassan II, en 1987, avait visité le Royaume-Uni et a offert même le mchoui sur une table d'or pour vous dire qu'il y a également un affect et une sensibilité particulière de part et d'autre. Mustapha Sahimi, un accord d'association conclu en 2019 aussi qui vient un peu consolider ces relations historiques, notamment sur le volet économique, mais qui prend racine dans la sphère diplomatique et monarchique pour le coup. L'histoire, c'est bien de rappeler l'histoire, mais l'histoire seule ne suffit pas à créer et à promouvoir des rapports économiques. Parce qu'on peut partager un certain nombre de choses avec un certain nombre de pays historiques, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler, donc il faut du business, il faut du partenariat. Alors, je voudrais dire, pour commencer, d'abord que les potentialités, les opportunités qu'offre la région de Dakhla, donc Oued Dahab, sont importantes. Ça a été dit tout à l'heure par notre président, ici présent, Sien Jartat, mais ça vient d'un cadre qui a été défini par le souverain dans le discours de novembre 2015. C'est là que réellement il y a eu une vision de développement. Ça a été d'ailleurs préparé, il faut le dire aussi, par un rapport qui a été fait par une commission ad hoc oui, sur le développement des provinces du Sud, un rapport qui date de 2012-2013, qui avait été d'ailleurs dirigé par Shakib Ben Moussa. C'est intéressant de le rappeler. Et les potentialités, les objectifs fixés en 2015 par le souverain sont importants. C'est plus de 700 projets qui avaient été identifiés et hiérarchisés. Là, vous parlez du plan de développement des provinces du Sud. Juste pour préciser pour nos téléspectateurs. Oui, c'est les provinces du Sud. C'est pour ça que j'ai parlé de cadre régional des provinces sahariennes récupérées, discours, orientation du souverain du 6 novembre 2015, et l'identification de 700 projets considérés comme prioritaires dans un certain nombre de secteurs, évidemment, des investissements de 8 milliards de dollars, c'est pratiquement 10% du PIB marocain, et puis le fait que le développement réel, maintenant la région de Dakhla Oued Dahab, c'est un PIB d'1 milliard de dollars à peu près. L'idée maintenant, c'est d'arriver à un doublement ou un triplement de ce PIB. Et ce qui est fait, donc, est tout à fait encourageant à cet égard. Deuxième observation, ce que je note, moi, on va en parler peut-être dans le détail sur d'autres points, c'est la mobilisation d'une diplomatie régionale. Oui. Je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a la diplomatie d'État, une diplomatie officielle, et je crois, me semble-t-il, que c'est pratiquement la première fois, hormis quelques expériences qui ont été faites par des régions dans le cadre de partenariats avec la Catalogne, par exemple, etc. C'est la première fois qu'il y a cette mobilisation de la région d'Dakhla dans le cadre d'une diplomatie nationale, diplomatie d'État. Et c'est pas rien que lors de ce Conseil d'affaires Maroc-Royaume-Uni, ça soit la région de Dakhla Oued Dahab qui ait été désignée, qui ait porté donc la politique marocaine lors des manifestations qu'il y a eu. Également, un autre point, c'est la diplomatie économique. Maintenant, pour l'accord d'association, c'est un autre cadre. C'est-à-dire, cette approche-là se situe évidemment dans le cadre interétatique de l'accord d'association qui a été signé en octobre 2019 par le Maroc et le Royaume-Uni et qui est entré en vigueur en janvier 2021. C'est intéressant. Le Royaume-Uni était le 28e membre de l'Union africaine, de l'Union européenne. Et il avait quitté donc l'Union européenne, c'est le Brexit. Et le paradoxe, si je puis dire, mais c'est avec des guillemets, c'est que, paradoxalement, c'est à la faveur de la sortie
du Royaume-Uni, de l'Union européenne avec le Brexit, que l'on a cette situation exceptionnelle de développement, de partenariat. Les échanges entre le Royaume-Uni et le Maroc ont doublé entre 2019 et 2022. Nous sommes aujourd'hui à peu près que 3,5 milliards de livres sterling, c'est à peu près 45 milliards de dirhams. Donc il y a une augmentation de 30, 40, 50%, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et cet accord qui est protégé par une décision de la Cour d'appel de Londres. Vous avez raison de le relever. Je le relève avec le juriste invétéré que vous êtes. Parce que vous êtes gentil, vous êtes de relever, c'est important. C'est-à-dire que nous n'avons pas de contentieux sur la situation des provinces sahariennes avec le Royaume-Uni. Alors, le mouvement séparatiste, évidemment, a fait deux procédures, il a été débouté, une procédure au niveau de la Cour suprême du Royaume-Uni et une deuxième procédure en même temps au niveau de la Chambre administrative de la Cour d'appel de Londres. Sur ce plan-là, a été débouté parce que les institutions judiciaires ont considéré qu'il n'y avait aucun inconvénient à ce que les provinces sahariennes soient incluses dans l'accord d'association. C'est quand même extrêmement important. Et c'est un signe fort qui doit être adressé au niveau de l'Union européenne et au niveau des procédures en cours, mais nous avons bon espoir. Ce que je veux dire par là aussi, et je finis avec ça, c'est l'ouverture de la région, pas seulement sur l'Espagne, parce qu'on pourrait penser que c'est un cadre naturel pour des raisons historiques, pas seulement avec certains pays européens, mais avec le Royaume-Uni, et je crois que c'est un levier important d'un partenariat consolidé. D'un partenariat consolidé, vous avez parlé de signaux ici, il y a des signaux forts quand même de la part de Londres, avant peut-être le grand signal, j'ai envie de dire, pour l'accélération optimale de la coopération, mais en tout cas, les signes sont bons. Vous avez parlé tout à l'heure, Yanjal Khatta, de la présence de députés britanniques lors de cette rencontre dont vous revenez de Londres. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils vous disent Est-ce qu'ils vous interpellent sur, par exemple, la situation, sur la population, sur la formation Quels sont leurs questionnements par rapport au président de la région que vous représentez? Oui, il faut dire quand même que, avant de répondre à votre question, je voudrais souligner les éléments qui ont été soulevés par M. Sahimi, qui sont très pertinents. Il est vrai qu'une diplomatie régionale peut jouer un rôle très important dans le renforcement et la dynamisation de relations économiques entre les deux pays, vu les spécificités. Parce que là, on est sur le terrain, c'est-à-dire quand une région se présente, c'est des thèmes qui sont très précis et très déterminés, qui peuvent être objets de coopération fructueuse, win-win entre les deux parties. Deuxième point encore, c'est que d'abord cette présence de Dakhla au sein de ce forum et l'organisation d'un forum commercial entre nous et les Britanniques, auquel nous avions présenté toutes les opportunités, s'inscrit dans une dynamique. Vous savez, la région a déjà organisé plusieurs forums. D'abord avec la France, avec les États-Unis, avec l'Espagne et aujourd'hui avec l'Angleterre. Vous voyez bien, les pays... Ils ont un point commun, certains de ces pays. La France, les États-Unis, l'Espagne. C'est le conseil. Bon, je dirais, c'est des nations qui sont d'abord, avec qui nous partageons beaucoup de valeurs, mais avec qui aussi nous avons beaucoup d'intérêts. N'oubliez pas que nous sommes sur l'Atlantique. Le Maroc a une façade atlantique très importante. Rien que la région de Dakhla Oued Dahab a plus de 700 km de façade atlantique, et avec une position géostratégique très importante. Nous sommes en face des Amériques, nous sommes à côté de l'Europe, et nous sommes aux portes de l'Afrique subsaharienne. Tout cela fait du Maroc, d'abord, une pièce très importante dans les relations internationales, et une pièce importante dans la région. Donc, revenons à la question. Il est vrai que ça a été une opportunité aussi de faire des contacts au niveau du Parlement britannique, en compagnie de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Nous avions organisé une table ronde au niveau du Parlement britannique et c'était l'occasion exactement d'exposer
le plan d'autonomie, la prééminence de l'initiative marocaine de l'autonomie, qui va être une solution définitive, objective et une solution la plus appropriée à ce problème factice. Et c'était aussi l'occasion d'exposer le niveau de développement des régions du Sud, et en particulier la région de Dakhla. Et bien sûr, comme l'a bien dit M. Sihmi, les projets contenus dans le nouveau modèle de développement des régions du Sud qui sont issus d'une volonté royale, je souligne encore en plus, et qui ont donné un effet positif, très positif, c'est l'économie régionale et en particulier au profit de la population. Donc cela est clair, ça a été exposé minutieusement aux parlementaires britanniques qui ont conçu exactement qu'il est temps à ce que la Grande-Bretagne prenne des positions fermes vis-à-vis du renforcement des relations économiques avec le Maroc, qui représente un interlocuteur très fort dans la région, mais aussi pour appuyer ces initiatives en vue de renforcer le positionnement du Maroc et en vue de renforcer le développement dans la région. Vous savez, avec l'Angleterre, n'oubliez pas que nous avons des dossiers très importants. Le dossier de l'immigration clandestine, le dossier de terrorisme, la sécurité en général. Le Maroc joue un rôle important. Et pour cela, les parlementaires ont vu d'une autre optique, c'est-à-dire que le Maroc est un partenaire privilégié, donc il faut aussi renforcer les relations et donner plus de vigueur à ces relations, à ce que le Maroc puisse jouer le rôle qu'il doit jouer dans cette région. D'où l'importance de cette diplomatie, si on peut l'appeler ainsi, diplomatie régionale peut-être, ou diplomatie parlementaire, parce que c'est un peu cela aussi. Bien sûr. Et c'est le fait aussi de corriger certains a priori que peuvent avoir ces élus du peuple britannique qui siègent donc à ce Parlement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter, et là on commence à entendre quand même des voix qui s'élèvent dans la société britannique, notamment politique, pour justement parler de la position du Royaume-Uni vis-à-vis des provinces sahariennes. Je vous propose de réécouter un extrait du président de ce forum qui s'est tenu donc à Londres début de cette semaine, qui exprime clairement son point de vue par rapport à la position britannique vis-à-vis de la question du Sahara. Écoutons-le. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc représente la solution la plus réaliste et crédible pour résoudre ce différend. Le Royaume-Uni devrait se joindre aux autres nations ayant déjà reconnu ce plan comme la voie vers la stabilité, la prospérité et la paix dans la région, et le considérer comme un atout en matière de sécurité. La région de Dakhla est en plein développement, offrant des opportunités pour des projets de coopération bilatérale, tels que le développement du port de Dakhla. Ce projet, combiné à des initiatives dans les énergies renouvelables, favorisera la croissance du secteur de la pêche maritime et renforcera la position du Maroc en tant que porte d'entrée vers l'Afrique. Les relations historiques entre le Royaume-Uni et le Maroc ouvrent la voie à un avenir prometteur pour les deux pays. Donc voilà un membre du Parlement et de surcroît un ancien ministre de la Défense, Moustapha Sihmi. C'est un propos qui est important, qu'on avait relevé, et ça vient du fait que pour la reconnaissance formelle de la marocanité des provinces sahariennes, il faut évidemment un acte diplomatique, un acte d'État. Ce qui se passe avec le Royaume-Uni relève d'un autre schéma, c'est le schéma de la maturation. Le schéma de la maturation qui rappelle ce qui se fait pour d'autres pays. Alors, pour ce qui est de la reconnaissance des provinces sahariennes, on a une typologie. Mon collègue ici présent le sait, on travaille sur ça. Il y a la typologie, premier cas américain, reconnaissance, décembre 2020, c'est réglé, c'est plié. Deuxième cas, la priorité donnée au projet marocain comme seule solution à un processus de règlement.
troisième cas dans la gradation, le projet marocain est le plus utile, et le plus pertinent. Nous sommes aujourd'hui donc dans une situation où au niveau de la diplomatie du Royaume-Uni, du Foreign Office, il y a une délibération, une maturation qui est en train de se faire, attestée par la déclaration que vous avez citée de l'ancien ministre de la Défense, par et député, il est quand même membre, tout à fait. Oui, il est membre de la Chambre des communes. D'autres députés aussi. Nous avons aussi d'autres non-députés qui sont dans le même état d'esprit. Et il y a là quelque chose qui est en train d'avancer, et c'est conforté par les relations économiques. J'ajoute qu'il y a entre Rabat et Londres un dialogue stratégique, il faut le dire au moins une fois, un dialogue stratégique attesté par la visite du ministre britannique des Affaires étrangères en mai 2023. Dialogue stratégique, c'est important, ça veut dire que on s'explique en échange des expériences, des avus, pas seulement sur les questions économiques évidemment qui sont plus spécifiques, mais sur la perception et les positions à avoir sur la scène régionale ou continentale, les grands dossiers, la lutte antiterroriste, la lutte contre la grande criminalité, les possibilités de coopération entre services sécuritaires, c'est des possibilités importantes. D'ailleurs, pas des possibilités, ce sont des réalités aussi. Oui, le responsable là, des GST, voilà. des GSN, des GST, Abdelatif Mouchi, s'est rendu à Londres. Il a été reçu à Londres et par les autorités policières de Londres, c'est important, il y a 2 mois, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est quelque chose d'important. Alors, dernière observation sur ça, je pense que Londres a plus de latitude d'action maintenant qu'elle est hors Union européenne. Et donc, elle a la possibilité de donner à sa diplomatie plus d'indépendance, alors qu'elle était corsetée, si je puis dire, en étant membre de l'Union européenne, avec un certain nombre de pays de l'Union européenne qui sont frileux, vous le savez encore, sur cette question nationale. Certains, d'autres, oui. pas du tout. Nous avons la majorité. Voilà. Moi, j'ai pointé, nous avons 16 États qui sont favorables à la marocanité des provinces sahariennes. Il y en a 5-6 qui sont dans une période de maturation avec des avancées, et puis il y en a 4 ou 5 autres qui sont encore dans le front, un front négatif mais il reste minoritaire. À nos yeux. Mais il reste minoritaire. Puis entre démocraties, on comprend l'importance de quand la majorité parle, voilà quoi. C'est la majorité qui le remporte. Mais en tout cas, je vais vous interpeller, professeur Abou Dahab, sur cette question-là, d'autant plus que vous êtes expert en relations internationales. Vous venez d'ailleurs de publier cet ouvrage intitulé « L'affaire du Sahara marocain, l'épreuve du droit international et des réalités géopolitiques » aux éditions Rémal 2024. Donc voilà, donc c'est un peu un guide historique, parce qu'il y a beaucoup de références historiques, et géopolitiques, compte tenu de tout ce qui est en train de... Parce qu'il y a beaucoup de lignes qui sont en train de bouger depuis le conflit en Ukraine, depuis cette crise que vit justement l'Union européenne, notamment énergétique. Comment ces nouveaux éléments qui s'invitent à la géopolitique actuelle peuvent aussi jouer dans cette équation entre Rabat et Londres, et notamment sur la position britannique vis-à-vis des provinces sahariennes. J'utiliserai peut-être quelques métaphores. On va dire qu'il y a des vagues successives, consécutives à beaucoup de mouvements de plaques tectoniques, c'est-à-dire avec des ordres de grandeur qui sont immenses, pratiquement comparables à celles qu'on trouve en géologie. Et cela s'est produit depuis 1991, c'est-à-dire avec la fin de la guerre froide et au-delà, successivement. On peut même retenir parfois des temporalités décennales. Chaque 10 ans, quelque part, il y a ce qu'on appelle des transformations, pas des changements éphémères mais profonds, car ils changent un peu les paramètres. Et aujourd'hui, nous sommes dans des accélérations, comme disait encore une fois récemment Thomas Gomard, dans son dernier ouvrage 2024 sur ces accélérations, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà, Fukuyama avait sonné le glas justement de cette fin de guerre froide, mais je vais être un peu plus rapide. Par rapport au Maroc, je lis la chose de la manière suivante. Nous sommes en train de reconquérir, si vous voulez, des positions qui naturellement devaient revenir au Maroc en tant que, d'abord, hub régional, d'accord, mais en même temps porte de l'Afrique. Et en même temps, il est atlantique, ça ne date pas d'aujourd'hui, il est euro-méditerranéen, il est à la région MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient, c'est important,
nous rappelons toujours que le Maroc a été diplomatiquement le premier pays, en octobre 1994, à avoir abrité cette fameuse conférence à Casablanca sur justement la pacification de cette région tumultueuse. Sinja Khatat, Monsieur le Président, tout à l'heure a rappelé une chose importante, c'est la question de l'Atlantique. Alors, en septembre 2023, parallèlement à l'Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis avaient lancé cette fameuse initiative qui inclut aussi le Royaume-Uni dans le cadre de cet Atlantique large. Ça se recoupe avec des projections marocaines, des ambitions, notamment lancées ou initiées par Sa Majesté le Roi, entre autres choses, l'optimisation de la façade atlantique, et ça englobe pratiquement tout le continent africain qui lorne sur l'Atlantique, les pays désenclavés avec cet accès-là. Et il y a une espèce de triangle qui se constitue, à mon avis, si on voit un peu de façon configurationnelle ou géométrique, ce qui se passe en termes de dynamique de changement ou de reconfiguration dans cet espace maritime qui est extrêmement important, tellement vaste, je ne sais pas, peut-être 120 millions de kilomètres carrés, c'est immense. Et quand je parle des États-Unis, je n'exclus pas le Canada, parce que les Canadiens sont extrêmement intéressés. D'ailleurs, il y avait un accord de libre-échange qui se tramait entre les deux pays il y a longtemps. Alors, quand vous dites qu'ils sont intéressés, est-ce que c'est le secteur privé qui est intéressé ou peut-être aussi qu'il y ait des agences publiques qui soient intéressées par l'investissement, comme ce fut le cas il y a quelques jours par l'Agence française de développement qui a, ou en tout cas, c'est l'un des bras financiers qui va appuyer des projets, notamment dans les provinces sahariennes. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'effectivement, ça pourrait être aussi un chemin qui peut être pris par les autorités britanniques pour encourager davantage l'investissement et surtout dans des secteurs qui sont très capitalistiques quand on parle d'énergie, quand on parle d'hydrogène vert. Tout à fait. Et l'appui de l'État est d'autant plus important, d'autant plus que on cherche des sources d'énergie autres que russes. Pas d'intérêt, pas d'action. Comme le disent les juristes, il est clair qu'il faut de l'intérêt. C'est important. Et souvenez-vous, Madame Khadija, chaque fois on dit que le drapeau peut suivre le commerce. Flag, follow, trade ou follow the trade. Les Britanniques sont très pragmatiques. D'ailleurs, on le sait, c'est un peu le Royaume-Uni, c'est la terre où le libéralisme a fait éclosion avec des auteurs. Je cite La main invisible de Adam Smith. Je peux citer David Ricardo, théoricien de la valeur. On peut citer même dans les institutions politiques un certain Jean Locke qui avait conceptualisé la société civile, et j'en passe. Mais ils ont un regard très singulier, je pense, sur le Maroc, parce qu'ils le considèrent non seulement Maroc de façon territorialisée uniquement avec nos frontières, mais en même temps, par extension, comment le Maroc pourrait aussi jouer ce rôle de propulseur pour aller vers d'autres contrées, d'autres pays, c'est important. Mais les Anglais, je le crois fort bien, se sont libérés d'une vision peut-être dont sont encore prisonniers les Français. Elle est décomplexée dans le cas de Commonwealth. Regardez, la richesse partagée. D'ailleurs, plus que moi, vous savez, Madame Khadija, les Anglais disent « l'argent ne pousse pas sous les sabots, the money doesn't grow on the tree ». Donc, ils sont pragmatiques, ils sont aux aguets, et je sais qu'il y a la Chambre de commerce maroco-britannique qui est là depuis plusieurs années, si ma mémoire est bonne, depuis 1960 so far. Il y a la question de l'éducation, je pense qu'il y a un projet de création d'une université de British, c'est extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord avec mon ami Sissimi, ils se sont débarrassés des lourdeurs institutionnelles de l'Union européenne. Qui plus est, en 2018, quand bien même ils étaient encore en Union européenne, la Cour britannique avait refusé, elle avait invoqué l'incompétence pour accepter une demande introduite par les séparatistes. Vous voyez ? Et ça, le caractère prétorien, comme on le dit en droit administratif, c'est-à-dire jurisprudentiel, pratique du droit anglais fait qu'ils sont libres, ils ont une démarche très particulière, et puis la protection jurisprudentielle, c'est-à-dire judiciaire, est très importante pour sécuriser les investissements britanniques au Maroc et vice-versa. Alors, sécuriser les investissements britanniques, Enjal Khatta, quels sont les secteurs ciblés par les investisseurs britanniques principalement? Vous en aviez évoqué quelques-uns tout à l'heure. Il y a bien sûr l'énergie. Il s'agit aujourd'hui d'assurer la sécurité énergétique du Royaume-Uni, et de manière verte. Et aussi, il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, classiques. Vous avez évoqué l'agriculture aujourd'hui. Dakhla, c'est une terre agricole. Exactement. Vous savez que, oui, il y a les relations. Les Britanniques sont très intéressés d'abord par les énergies renouvelables, et notamment la production de l'hydrogène vert. Et ils se sont intéressés exactement à ce secteur-là. Vous avez le secteur du tourisme aussi.
des investisseurs britanniques ont même exposé leurs projets lors de notre rencontre au forum. Et ça se bouscule au portillon à Dakhla. Oui. Et vous avez exactement. Parce que là, il n'y a pas que les Britanniques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs, exactement. Oui. Par exemple, pour les énergies renouvelables, nous avons plus de 10 multinationales qui sont prêtes à investir. Et chaque investissement est de plusieurs milliards d'euros. Oui, bien sûr. C'est l'énergie. Pour exactement la production de l'énergie verte. Donc les Britanniques ont aussi manifesté leur intérêt à investir dans ces secteurs. Mais il y a aussi des secteurs, comme j'ai dit, le secteur agricole. Vous savez, Dakhla, aujourd'hui, avec les 5000 hectares que nous avons et les projets de dessalement d'eau qui sont contenus dans le nouveau modèle de développement des régions du Sud, est une zone qui produit, qui a une production agricole à haute valeur marchande, notamment la tomate cerise, le melon, les fruits rouges, et qui sont aujourd'hui même vendus sur les marchés britanniques. Donc l'intérêt est là. Vous avez aussi le secteur, j'ai dit le secteur touristique, qui est le troisième secteur qui a attiré l'attention. Mais je sais que non seulement il y a un intérêt pour tous les secteurs, et surtout après la réalisation du port atlantique. Vous savez, ce port est le plus grand port containerisé en Afrique, sur l'Atlantique. Sur l'Atlantique, voilà, parce qu'il y a Tangemed. Et vous avez Tangemed qui est le plus grand sur la Méditerranée. Absolument. Donc voilà, donc il va y avoir... mais n'oubliez pas que le positionnement du port de Dakhla est un positionnement géostratégique très important. Parce que le marché de l'avenir, c'est l'Afrique. Exact. Donc vous êtes en face des Amériques, vous êtes à côté de l'Europe, et vous avez l'Afrique qui est le plus grand marché en 2050, selon les experts, qui va être un marché de consommation très important. Les Anglais sont très, très, très sensibles à cela. Et surtout que c'est un hub, ça va être un hub en infrastructure. Il n'y aura pas que le port en soi, ça va être un peu sur le modèle aussi de Tangemed, c'est-à-dire il y a tout un écosystème. Il y a toute une économie bleue. Sa Majesté était claire. Son initiative est claire, ce n'est pas seulement désenclaver les pays du Sahel, c'est de créer une dynamique économique qui va booster l'économie régionale et africaine qui est à côté. Et les Européens, les Américains, les Britanniques sont tous sensibles à ce point et, bien sûr, font des avancées pour faire des pas dans le sens de renforcer cette coopération avec le Maroc vers ces pays africains et bien sûr investir même au Maroc qui est un pays stable et qui propose des opportunités très importantes. Ça propose des opportunités. Est-ce que c'est aussi valable pour des opportunités d'investissement pour les Marocains aussi qui investissent bien sûr, les Marocains déjà sont là. Les plus grands investisseurs maintenant, c'est les Marocains dans le secteur de la pêche essentiellement, qui est la colonne vertébrale de l'économie régionale actuelle. Mais nous sommes une région en pleine mutation. Il faut le dire. D'autres secteurs vont dépasser carrément la pêche. C'est des secteurs qui comme les secteurs des énergies renouvelables, c'est des secteurs qui sont stratégiques, qui vont solutionner beaucoup de problèmes, qui sont dus aujourd'hui au conflit. Prenons le conflit de la Russie et de l'Ukraine. Aujourd'hui, avec la crise énergétique européenne, les gens tablent déjà. Des nations comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, tablent déjà sur des solutions énergétiques propres. Donc voilà, Dakhla est au cœur aujourd'hui de l'investissement et l'un des pôles. Et cela est dû à des avantages que présente Dakhla. Dakhla, nous avons 220 jours de vent l'an et un soleil omniprésent. Donc le coût de production du kilo d'hydrogène vert va être plus bas que n'importe où dans le monde, selon les experts. Ils peuvent gagner jusqu'à 60% du produit du coût de production. Énorme, donc c'est énorme. Donc le potentiel est là et je pense que les Anglais sont très sensibles à tous ces points-là. Et aussi au point de développement des populations. C'est-à-dire que les populations profitent de ça. Ils sont très sensibles aussi à cela. Sinon, ils n'auraient pas défendu justement cet accord au sein même du Parlement britannique. Cela a toujours été clair. Quand vous développez l'économie régionale,
les retombées sont positives sur la population, cela est clair. Ça crée l'emploi, ça crée la richesse, ça redynamise l'économie au niveau de la région, et donc la population est la première à profiter de cela. Peut-être pour rester dans le domaine énergétique et des potentialités, des opportunités de la région de Dakhla, je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est ce câble sous-marin. X-Links. Eh oui, X-Links. J'y arrivais justement, mais vous vouliez rebondir. Voilà, c'est extrêmement important. Et donc, c'est quelque chose qui est de nature à attirer l'attention particulière des Anglais, des Britanniques, mais aussi des opérateurs sur ça. Et d'ailleurs, c'est avec un grand groupe anglais, vous le savez, que cette opération est menée sur une dizaine d'années. Et je crois que c'est important. Ça intéresse également un certain nombre de grands groupes internationaux. Je vais vous citer le groupe GE Vernova, le groupe TAQA, le groupe Total Energy, le groupe Octopus Energy et Africa Finance Corporation. Voilà, donc vous avez parlé de cette bousculade au portillon. Pour ce qui est de ce câble sous-marin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non mais attendez, c'est pas n'importe câble sous-marin, parce qu'à vous entendre, on peut peut-être ne pas vraiment toucher le poids de ce projet-là qui est déclaré, le projet X-Links, d'importance nationale par le gouvernement britannique. Oui. Et comme il n'y a pas de hasard, l'envoyé spécial du Premier ministre britannique était en visite au Maroc fin février sur l'énergie verte. Et il s'agit aujourd'hui de lier, parce que c'est d'où les X-Links, de lier le continent africain par le Maroc, par les provinces sahariennes, au Royaume-Uni. Ça aurait été impensable il y a quelques années. C'est évidemment le ravitaillement sécuritaire et stratégique du Royaume-Uni, c'est extrêmement important. Oui. Deuxième grand projet complémentaire à cela, c'est le fameux gazoduc Nigeria-Maroc, qui aura forcément des retombées sur, évidemment, le pays de la région, mais qui offre des potentialités, des possibilités d'exportation de gaz vers le marché européen et sans doute vers le Royaume-Uni. Donc, vous voyez que sur la table, il y a beaucoup de choses. Dernier point, vous avez parlé de comment la population ressent ça. J'ai parlé aussi du PIB par habitant qui est le plus élevé. Bien sûr, qui est le plus important. 77 000 dirhams, plus de 77 000 dirhams, c'est le double de la région de Rabat. Ce que je voudrais relever, c'est le fait que l'imaginaire des populations sahraouis, en particulier de la région de Dakhla, s'est déplacé. Il s'est déplacé, il a changé, c'est-à-dire ça n'est plus l'Espagne, pour des raisons historiques et culturelles, etc. C'est encore moins la France pour des raisons connues, etc. C'est soit les États-Unis, soit maintenant avec la place que prend le Royaume-Uni dans l'imaginaire. Et ça se vérifie au niveau des effectifs universitaires, ça se vérifie des centaines d'étudiants des provinces sahariennes qui vont où? Ils vont au Royaume-Uni maintenant. C'est extrêmement important. Et les opérateurs aussi, maintenant, ils ont une ouverture d'esprit, un panorama plus large pour des opportunités en dehors des cadres traditionnels de partenariat et d'échanges commerciaux. Je voyais justement Yann Khattat acquiescer, confirmer ce que vous disiez, notamment sur cette question de formation qui est très importante, parce que c'est l'avenir. Exactement. Et c'est l'avenir aussi de ces relations. Si on noue des partenariats, il y a des partenariats aussi qui se font, qui vont se faire dans ce sens, notamment en termes de formation, Yann Khattat. Effectivement, oui. Mais exactement, je partage la même observation, c'est que aujourd'hui, si vous avez des enfants, par exemple, les premiers ont fait leurs études en France, mais les derniers, ils vont au système américain, au système anglais. Cela, c'est une observation que nous avons dans toutes les familles marocaines, je pense. Et il y a un penchant très clair à la formation anglaise et américaine, vu l'intérêt et vu l'importance, vu les mutations qu'on a pu vivre dans le monde. Dakhla n'est pas la région de Dakhla et les régions sahariennes en général sont appelées à passer vers, d'abord passer la formation vers ces objectifs-là, pour réaliser ces objectifs-là, vu l'importance du potentiel, vu l'importance des investissements qui vont être faits. Aujourd'hui,
nous avons, l'un des points les plus importants que nous avons, c'est de faire de Dakhla un pôle de formation qui va préparer les jeunes à des métiers qui seront demandés d'avenir. Et nous avons des écoles de formation professionnelle qui sont déjà sur le terrain, plusieurs écoles supérieures, et on ajoute encore en plus. Donc c'est l'une des stratégies, c'est important, la formation, et je pense que la population va profiter exactement de tous ces projets. Très bien. Un dernier mot, Zakaria Boudaha, pour clore justement cette émission sur l'avenir de ce partenariat, ou comment vous voyez peut-être une nouvelle page dans cette historique riche du partenariat entre le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc. Vous me renvoyez quelque part à des souvenirs d'enfance, quand on écoutait les chansons des Beatles, The Doors, de Pink Floyd. Pour vous dire tout simplement, les Marocains que nous sommes très ouverts. Nous avons cette capacité de comprendre le monde et d'être connectés à plusieurs dimensions, y compris l'anglaise. Et elle ne sera pas la seule. Il est aussi important de rester ancré dans notre tradition, notre legs ibérique, c'est important, arabo, musulman, berbère, judaïque, etc. Et d'ailleurs, ce que dit la Constitution, d'emblée, c'est très important. Hassani aussi. Hassani, qui évidemment. Est dans le préambule de la Constitution marocaine, absolument. Voilà, et pour cause. Et j'ai en mémoire maintenant, enfin, j'ai en tête l'idée de territorialisation des politiques publiques, très bien expérimentée par le Maroc. C'est-à-dire, quand on décline de façon territorialisée les politiques publiques, on le fait de façon savante, et en même temps, je pense que le Maroc est devenu aujourd'hui une sorte de terre d'expérimentation de plusieurs politiques qui ont fait leurs preuves progressivement. Je cite Azur, le plan Azur, Aliotis et j'en passe. Et ce qui fait que nous avons cette chance d'avoir une monarchie, encore une fois, qui catalyse des processus. Et aujourd'hui, je le crois à partir de 2023, pourquoi j'ai cité le discours royal de novembre 2023, parce qu'il a ouvert une nouvelle brèche. C'est-à-dire que désormais, nous cogitons, non pas en termes territoriaux un peu étroits, mais en termes continentaux et au-delà. Désenclavement et j'en passe. Il est vrai que l'économie bleue s'inscrit au cœur de la démarche, mais en même temps, nous voyons aujourd'hui le monde de façon assez ambitieuse. Et je crois que le Maroc a commencé à accéder dans le club des grands. Vous avez parlé de game changer, ou la The Great Game. Nous commençons aujourd'hui à jouer dans la cour des grands et pour cause, tout simplement. Je reviens à la dimension historique. C'est notre bios, si vous voulez, c'est notre ADN qui nous nourrit. C'est une force motrice. Voilà. C'est une force motrice et l'histoire aussi est une force motrice. Et les plus grands de ce monde sont ceux qui, justement, se réfèrent toujours à des faits historiques afin de mieux prendre des décisions actuelles et surtout de l'avenir. Il reste un point qu'il faut évoquer, c'est l'évolution vers un accord de libre-échange. Alors, c'est une question qui est à l'ordre du jour. Le Royaume-Uni a des accords... Il faut déjà activer l'accord d'association de 2019. Il marche, il est amélioré, tout ça. Mais il faut travailler dans le cadre de l'accord de libre-échange. Le lancement de la ligne maritime qui tarde à se concrétiser. Donc, c'est avant de parler d'un accord de libre-échange. Et puis aussi, peut-être... le mouvement se prouve en marchant. Et l'appétit en mangeant. Merci beaucoup, Mustafa Sribi. Merci, président du Conseil de la région Dakhla Ouad Dahab, Sian Jal Khattat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous. Toujours un plaisir, Khadija. Merci pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée à tous.